J'ai tué ma mère ce matin-là. Pas avec un couteau ou une balle. Mais avec un simple appel téléphonique qui a effondré son empire de mensonges comme un château de cartes pourri par l'humidité parisienne. Elle hurlait au scandale, accusant le monde entier de sa chute. Mais au fond d'elle, elle savait, c'était moi. Son fils qu'elle avait jeté comme un Kleenex usé. Qui revenait pour lui arracher la peau. Et le pire? J'ai adoré chaque seconde de son agonie morale. Parce que 6 ans d'exil m'avaient transformé en un monstre plus affûté qu'elle ne l'avait jamais été. Personne ne croit aux fantômes avant qu'il ne frappe à la porte. Mais moi. J'ai vécu avec le mien depuis l'enfance. Tapi dans les recoins sombres de notre appartement haussmannien du 16e arrondissement. Ma mère, Élise, n'était pas une mère, c'était une prédatrice en tailleur Chanel. Une narcissique qui se nourrissait de l'oxygène des autres pour gonfler son ego jusqu'à l'explosion. Elle volait non pas pour survivre, mais pour dominer. Pour transformer l'amour filial en une dette impayable. Et moi, son unique proie. J'ai payé jusqu'à ce que mes os craquent sous le poids. Le jour où elle a vendu ma collection de vinyles aux disques rayés que j'avais économisé pendant des mois avec mes jobs d'été à la librairie du quartier, où j'ai compris que l'enfer n'était pas un lieu, mais une femme aux lèvres peintes en rouge sang qui souriait en comptant les billets. Paris. Cette ville des lumières qui illumine les boulevards mais laisse pourrir les âmes dans l'ombre des immeubles cossus, a toujours été mon geôlier déguisé en muse. Né en 1985 dans une clinique privée du 7e arrondissement. J'ai ouvert les yeux sur un monde où l'apparence primait sur l'essence. Ma mère, Élise Duval, était une avocate renommée. Spécialisée dans les divorces des élites, elle disséquait les mariages comme un chirurgien ouvre un corps, extrayant les organes vitaux à l'argent, la réputation pour les revendre aux plus offrants. Mon père, un fantôme évanoui avant ma naissance. Un banquier fuyant qui avait osé la quitter avec une lettre froissée et un chèque de consolation. Les hommes sont des lâches. Mon chéri, me disait-elle en me peignant les cheveux. Ses ongles laqués comme des griffes sur mon crâne. Mais toi, tu seras différent. Tu seras à moi. À 7 ans. Je l'ai cru. À 12. J'ai commencé à douter. À 16. Je haïssais le son de sa voix. Ce timbre suave qui masquait le venin. Notre appartement. Un 5 pièces au parquet ciré et aux moulures dorées. Était un théâtre où elle jouait le rôle de la veuve éplorée devant ses amis du bridge. Mais derrière les portes closes, c'était une arène. Elle me volait d'abord les petites choses, un pull que j'adorais. Revendu à une friperie de Saint-Germain pour refinancer ton avenir, un livre dédicacé par un auteur que j'admirais. Échangé contre un foulard Hermès qu'elle exhibait lors de ses dîners mondains. C'est pour nous. Fiston. Pour notre image. Notre image. Ces mots me hantaient comme un refrain obsédant. Un air de Piaf déformé par l'écho des murs. Je me souviens précisément du soir où tout a basculé. Ou du moins, où la fissure s'est élargie jusqu'à devenir un gouffre. C'était un automne pluvieux de 2003. Les feuilles mortes collées aux semelles des passants sur les Champs-Élysées. J'avais 16 ans. Et j'avais passé l'été à trimer comme groom dans un hôtel de la place Vendôme. Économisant pour ma première guitare électrique une Fender Stratocaster d'occasion. Rêvé depuis que j'avais entendu les riffs de Noir Désir dans un café enfumé du Marais. Chaque soir. Rentrant fourbu. Je cachais les billets sous le matelas. Comptant-les comme un trésor pirate. Ma mère savait. Bien sûr, elle flairait l'argent comme un chien de chasse le gibier. Mais elle feignait l'ignorance. Me tapotant l'épaule avec une compassion feinte, mon petit travailleur. Bientôt. Tu seras un homme. Un matin de novembre. Je suis rentré du lycée à un établissement privé où elle m'avait inscrit pour briller parmi les meilleurs et j'ai trouvé ma chambre sens dessus dessous.
Pas pillé. Non, méthodiquement vidé. La guitare, emballée dans son étui usé, avait disparu. Les vinyles Bowie, Gainsbourg, mes idoles rebelles envolées. Et sur mon bureau, une note manuscrite. Son écriture élégante comme un couperet, vendu pour payer tes études. Ne me remercie pas. C'est normal entre nous. Normal. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'ai vomi dans l'évier de la cuisine. Les larmes se mêlant au vomi acide. Tandis qu'elle rentrait. Parfumée à la lavande et au triomphe. Un sac de course de fauchon à la main. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je balbutié, brandissant la note comme une arme émoussée. Elle a haussé un sourcil. Parfaitement épilé. Et a posé ses achats avec une grâce théâtrale. Tes vieilleries. Chérie. J'ai trouvé un acheteur au marché aux puces de Montreuil. 2000 €. Imagine ce qu'on va faire avec ça, un costume pour ton bal de promo. Peut-être. Son sourire était un piège à loup. Dentelé et irrésistible. J'ai voulu hurler. La frapper. Lui arracher ce masque de mère aimante. Mais j'ai ravalé ma rage. Parce que je savais, la violence physique ne ferait que la victimiser aux yeux du monde. Elle était maître dans l'art de retourner les armes contre l'agresseur. Ce soir-là. Pour la première fois. J'ai fouillé ses tiroirs pendant qu'elle dînait avec une cliente au Fouquet's. J'ai trouvé les reçus, la guitare revendue à un brocanteur pour 1500 €. Les vinyles à un collectionneur pour 500 de plus. L'argent? Pas trace dans mon compte en banque. Ni dans le sien volatilisé dans ses dépenses imprévues. Ses robes sur mesure et ses bijoux fantaisie qu'elle collectionnait comme des trophées de guerre. J'ai pleuré en silence. Assis par terre. Entouré de ses dessous en dentelle. Me sentant plus nu qu'un nouveau-né. C'était le vol d'une âme. Pas d'objet. Elle ne prenait pas mes possessions, elle prenait mon identité. Brique par brique. Pour bâtir son piédestal. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement. À l'école, je faisais bonne figure, notes impeccables en philo et en maths. Foot avec les fils de banquiers. Rire forcé aux pauses. Mais la nuit, dans mon lit trop étroit, je ruminais. Je lisais Freud en cachette. Emprunté à la bibliothèque du quartier latin Le Moi et le Ça. Ces pages jaunies qui disséquaient le narcissisme comme une maladie contagieuse. Ma mère en était l'incarnation, un vide abyssal masqué par un éclat factice. Un besoin insatiable de miroir pour refléter sa grandeur. Elle me manipulait avec une précision chirurgicale, un compliment rare pour me garder accroché, tu es mon fils unique. Mon trésor. Suivi d'une humiliation subtile, mais ne sois pas si sensible. Les hommes ne pleurent pas. J'étais son extension. Pas une personne, un bras armé pour valider son existence. À 17 ans. J'ai commencé à planifier l'évasion. Pas une fuite théâtrale trop risquée. Elle m'aurait traqué comme un fugitif en cavale. Non. Une sortie discrète. Légale, mes 18 ans. Pile au jour de ma majorité. J'ai ouvert un compte bancaire secret chez une banque en ligne. Y versant chaque centime gagné en babysitting pour les voisins. J'ai photocopié mes papiers. Rangé une valise sous le lit avec l'essentiel, 2 jeans. Un pull. Mon passeport. Et un carnet où j'écrivais mes haines comme des exorcismes. Elle mourra de solitude, griffonnais-je. Les mots saignant sur la page comme de l'encre veineuse. Le jour J arriva un matin de printemps 2005. Sous un ciel laiteux de Paris. Où les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en explosions roses. J'avais 18 ans depuis minuit.
Elle m'a réveillé avec un café et un baiser sur le front au joyeux anniversaire. Mon grand. Ce soir? On fête ça autour d'argent? J'ai souri. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Bien sûr. Maman. Puis, pendant qu'elle partait au tribunal, j'ai chargé ma valise dans un taxi direction la gare de Lyon. Destination, Marseille. La ville aux calanques rugueuses. Où personne ne connaissait le nom du Val. Dans le train. Fenêtre baissée. Le vent salé fouettant mon visage. J'ai pleuré pour la première fois de liberté. Mais au fond de moi, une braise couvait, ce n'était pas une fin. Mais un prologue. 6 ans plus tard, je reviendrai. Pas pour pardonner. Pour détruire. Les premiers mois à Marseille furent un supplice déguisé en renaissance. J'ai squatté un studio minuscule près du Vieux-Port. Murs lézardés et odeur de poisson frit imprégnant l'air. Job précaire, serveur dans un bistrot provençal. Où les touristes anglais commandaient du pastis avec un accent cockney, livreur de pizza à scooter. Slalomant entre les scooters fous et les klaxons rageurs. Chaque soir. Épuisé. Je m'effondrais sur un matelas gonflable. Hanté par ces appels où elle avait trouvé mon numéro via un ami d'amis. Et les messages pleuvaient, reviens. Ingrat. Tu me dois tout. Je les effaçais sans lire. Mais les mots s'incrustaient comme des tatouages invisibles. Pour survivre, j'ai appris la solitude comme un art. Je lisais Sartre dans les cafés bondés de la Canebière l'enfer. C'est les autres résonnaient comme un mantra personnel. J'ai suivi des cours du soir en informatique à l'université. Codant des sites web pour des petites entreprises locales. Transformant mes nuits blanches en compétences monnayables. À 20 ans, j'avais un petit contrat freelance, développé un portail pour une agence immobilière niçoise. L'argent coulait enfin. Goutte à goutte. Me permettant de louer un appartement avec vue sur la mer Méditerranée. Où les vagues turquoises venaient lécher les rochers comme des langues apaisantes. Mais la rage ne s'éteignait pas, elle mutait. Je rêvais d'elle, Élise. Vieillie mais toujours altière. Paradant dans nos cercles parisiens avec des histoires larmoyantes sur mon fils perdu. Ce traître. J'imaginais ses dîners solitaires. Ces miroirs fêlés où son reflet se moquait d'elle. Un soir, après une dispute avec un client, un type bedonnant qui refusait de payer pour un bug que j'avais réparé gratis. J'ai craqué. J'ai googlé son nom. Les résultats m'ont giflé, Élise Duval. Toujours avocate. Mais maintenant associée dans un cabinet chic de l'avenue Montaigne. Photo d'elle à des galas. Bras dessus bras dessous avec des juges et des politiciens. Un verre de champagne à la main. Et pire, un article sur une fondation qu'elle avait créée. Pour les enfants abandonnés. Où elle se posait en martyr. Ma propre chair m'a quitté. Mais je transforme la douleur en action. La nausée m'a submergé. Elle monétisait mon absence. Transformait ma fuite en carburant pour son narcissisme. C'est là que l'idée de la revanche a germé. Non pas comme une tempête, mais comme une racine tenace poussant dans le béton. Pas de violence brute, je n'étais pas elle. Non. Une vengeance chirurgicale? Digitale? Impitoyable. J'ai commencé à coder un algorithme, un bot qui scannait les réseaux sociaux naissants. Facebook venait d'exploser en France. Collectant des données sur ses clients. Ses associés. Ses mensonges publics. J'ai infiltré son cercle virtuel sous un faux profil, Alexandre Lefebvre. Un jeune avocat ambitieux de province. Des likes. Des commentaires flatteurs, votre fondation est inspirante. Madame Duval. Elle a mordu à l'hameçon. Bien sûr. Un message privé, merci,
Cher Alexandre. Paris est si vide sans âme comme la vôtre. Pendant 2 ans. J'ai tissé la toile. De Marseille. J'ai gravi les échelons, freelance devenu consultant en cybersécurité pour des boîtes marseillaises. Puis un poste fixe à Lyon chez une start-up tech. Salaire décent. Amis éphémères des geeks comme moi. Partageant des bières et des théories conspirationnistes sur les élites. Mais mon vrai travail se faisait dans l'ombre, dossier sur ces affaires louches. J'ai découvert qu'elle falsifiait des preuves dans des divorces. Extorquait des pots de vin de maris désespérés. Preuve? Emails interceptés via un phishing artisanal. Enregistrement de conversations piratées lors d'un rendez-vous networking que j'avais orchestré. À 24 ans. En 2009. J'étais prêt. Mais pas encore. La vengeance? Vrai. Demande du timing comme un bon vin. Elle mûrit en cave obscure. Je suis remonté à Paris. Officiellement pour un job chez une multinationale du 8e arrondissement. Logement, un loft anonyme près de Bastille. Où les murs épais étouffaient les cris des passants. Et là. Dans la capitale qui m'avait vu naître et saigner. J'ai attendu le signal. Il est venu un soir de gala. Où elle trônait comme une reine déchue mais encore fière. J'étais là. En smoking. Sous mon alias. Nos regards se sont croisés ou le sien. Vide de reconnaissance, le mien. Chargé de 6 ans de poison distillé. Enchanté. Madame Duval, ai-je dit? Serrant sa main froide. Alexandre Lefebvre. J'ai tant entendu parler de vous. Les lumières tamisées du salon de réception à l'hôtel de Crillon dansaient sur les lustres en cristal comme des étoiles filantes piégées dans un bocal de luxe. Paris. En cette soirée d'automne 2009. Exhalait son parfum habituel de pouvoir rance et de parfum capiteux, Chanel numéro 5 mélangé à l'odeur de cigares cubains fumés en cachette dans les couloirs. Élise. À 52 ans. N'avait pas changé, cheveux relevés en chignon impeccable. Robe fourreau noir soulignant une silhouette qu'elle entretenait à coups de pilates et de privations alimentaires. Ses yeux. D'un bleu glacial comme la Seine en hiver. Balayaient la salle avec la précision d'un radar à scandale. Elle était au sommet ou du moins. C'est ce qu'elle croyait. Moi. J'étais l'iceberg sous la surface. Prêt à la faire chavirer. Alexandre. Quel plaisir! Vous êtes le jeune prodige dont parle tout le monde en cybersécurité, roucoula-t-elle. Sa voix un violon accordé pour charmer les serpents. Sa main dans la mienne était moite. Trahissant une légère ivresse à un verre de trop de chablis. Sans doute. J'ai incliné la tête. Feignant l'humilité. Vous me flattez? Madame. C'est votre parcours qui m'inspire. Passer de veuve éplorée à icône des droits des femmes. C'est du courage pur. Ses lèvres se sont pincées. Un tic imperceptible que je connaissais par cœur signe qu'elle savourait la flatterie comme un bonbon empoisonné. Oh. La veuve éplorée. Un chapitre clos. Mais les enfants? Vous savez. Ils nous brisent le cœur. Elle a soupiré théâtralement. Jetant un regard vers un groupe d'avocats en tailleur strict. Le mien m'a quitté il y a 4 ans. Un garçon sensible. Trop peut-être. Il n'a pas supporté la dureté du monde. 4 ans. J'ai ricané intérieurement. 6. En réalité. Mais qui comptait les mois quand on réécrivait l'histoire? Tragique, ai-je murmuré. Mes doigts serrant son cou d'un instant de trop. Mais regardez ce que vous avez bâti, votre fondation. Femme libre. Avec ses millions collectés. C'est une revanche magnifique sur la vie. Elle a rayonné.
Ce sourire carnassier que j'avais vu 1000 fois devant le miroir de la salle de bain. Revanche? Peut-être. Les hommes nous volent tout, amour. Argent? Dignité. Moi. Je reprends ce qui m'appartient. Ironie du sort, elle parlait de vol sans savoir que la roue tournait. Nous avons discuté une heure faux semblant et anecdote polie. Moi sondant ses faiblesses comme un mineur creuse une veine d'or. Elle se plaignait de la concurrence. De clients qui osaient la trahir. De rumeurs sur ses méthodes un peu créatives. J'ai hoché la tête, mémorisant chaque faille. Le lendemain. De retour dans mon loft. J'ai lancé la phase 2. Mon ordi portable. Un Mac noir mat comme une arme de poing. Bourdonnait sous mes doigts. Le bot que j'avais codé un vers discret nommé Echo s'infiltrait déjà dans les serveurs de son cabinet. Preuves accumulées, factures gonflées pour des expertises fictives. Email à un notaire complice pour détourner des fonds de divorcés fortunés. Rien de mortel seul. Mais assemblé. C'était une bombe à fragmentation. J'ai souri à l'écran. Imaginant son visage quand les premiers craquements se feraient entendre. Pourtant. La nuit venue. La vengeance n'était pas un baume pur. Allongé sur mon lit king size. Les néons de Bastille filtrant à travers les voilages. Je revivais les flashbacks comme des films muets en accéléré. À 8 ans. Le Noël où elle avait emprunté mon vélo neuf pour le revendre. Prétextant un investissement pour l'école de ski. J'avais pleuré des heures. Et elle m'avait consolé avec une peluche usée, les vrais cadeaux sont dans le cœur. Pas dans le métal. À 14. Le jour où elle avait lu mon journal intime devant moi. Riant de mes premiers émois pour une camarade de classe. Amour? À ton âge? C'est pathétique. Attends d'être un homme. Chaque vol était une amputation. Me laissant plus creux. Plus affamé de justice. Mes 6 ans d'exil m'avaient forgé. À Lyon, j'avais rencontré Clara. Une graphiste aux cheveux roux et au rire comme un soleil d'été. Elle m'avait vu craquer un soir. Après un hack raté sur un site bancaire pas pour voler. Juste pour tester mes limites. T'es pas un vilain. T'es un survivant, m'avait-elle dit. Ses doigts effleurant ma cicatrice invisible. Nous avions partagé 6 mois de tendresse volée, promenade le long du Rhône. Nuit où je lui confiais des bribes de mon passé sans nommer le monstre. Mais quand j'ai décidé de remonter à Paris. Elle a compris, la vengeance. C'est un feu qui consume tout. Ne te perds pas dedans. Je l'ai quitté avec un baiser salé. Promettant un retour. Mensonge pieux, l'amour était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. De Paris. J'ai accéléré le tempo. Rencontre accidentelle avec ses associés, un lunch au café de Flore où j'ai glissé des doutes sur ses pratiques à un partenaire nerveux, un email anonyme à la presse People. Un temps à des secrets familiaux sans détail. Elle a commencé à paniquer, je le sentais dans ses posts LinkedIn. Ses appels au networking désespérés. Un soir, elle m'a contacté. Mon vrai numéro cette fois. Traqué via un détective privé. Fils, c'est toi. N'est-ce pas? Reviens. J'ai besoin de toi. Sa voix. Craquelée comme du vieux vinyle. M'a fait frissonner. Besoin de moi. Pour combler son vide. Pour parader avec son fils prodigue. J'ai raccroché sans un mot. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. La phase 3, l'exposition. J'ai codé un site web anonyme. Véritédivorce.fr. Un faux blog d'activistes pour les victimes de avocats véreux. Article distillé, l'affaire Duval, comment une avocate star ruine des familles pour un chèque.
Preuves anonymisées aux captures d'écran floutées. Témoignages fictifs inspirés de ces victimes réelles. Le trafic a explosé, partage sur Twitter naissant. Buzz dans les forums de juristes. Son cabinet a tremblé, un client majeur a annulé un contrat de 10 000 euros. Elle a riposté publiquement, interview dans le Figaro. Larmes de crocodile. Je suis calomnié par des concurrents jaloux. Mais le coup de grâce se préparait dans l'ombre. J'avais contacté un journaliste freelance. Un type bourru du Canard enchaîné. Avec un dossier béton, copie de transferts bancaires illégaux. Enregistrements audio où elle marchandait des silences. C'est du lourd, m'a-t-il dit au téléphone. Voix rauque de tabac. Mais qui es-tu? Un fantôme, ai-je répondu. Publication prévue pour le nouvel an 2010, son cauchemar en fanfare. Pourtant. Au milieu de ce ballet macabre, une fissure en moi, la culpabilité. Ce ver rampant. Était-ce justice ou sadisme? Allongé dans le noir. J'entendais sa voix d'enfant en rares moments de tendresse. Quand elle me lisait Victor Hugo avant de dormir. Sa main chaude sur mon front. Était-elle née monstre? Ou l'avait-on fait ainsi? Freud dirait trauma transgénérationnel, moi. Je disais, trop tard. La roue tournait. Et j'étais le bourreau. Noël approchait. Paris paré de guirlandes scintillantes sur les grands boulevards. J'ai reçu une lettre manuscrite. Postée du 16e, mon fils. Je sais que c'est toi. Arrête ça. Viens me voir. On peut tout arranger. Tremblant. J'ai déchiré le papier. Mais les mots collaient à mes doigts comme de la glu. Tout arrangé? Elle avait volé mon enfance, je volais sa couronne. Équilibre cosmique? Ou descente aux enfers? Le réveillon. Je l'ai passé seul dans un bistrot de Belleville. Commandant un cassoulet fumant et un pichet de rouge. Des familles riaient autour. Enfants surexcités déballant des jouets. Mon téléphone a vibré, Clara. Joyeux Noël. Survivant. Ne te noie pas. J'ai souri. Amer. Trop tard pour ça. Le nouvel an 2010 s'est levé sur Paris comme un voile de brume épaisse. Étouffant les feux d'artifice résiduels et les promesses avinées de la nuit. J'étais dans mon loft. Écran allumé sur le site du Canard enchaîné. Cœur battant au rythme d'un conte à rebours infernal. À minuit pile. L'article est tombé, Élise Duval. L'avocate aux mains d'or. Ou aux poches trouées. 10 pages de scandale pur, transferts occultes vers des comptes offshore aux Caïmans. Témoignages de clients spoliés. Même une photo floue d'elle en train de signer un chèque suspect dans un café de l'Opéra. Le journaliste avait ajouté du piquant, la fondatrice de Femmes Libres prêche la justice. Mais pratique l'extorsion. Et si son fils disparu était la clé de l'énigme? Mon téléphone a explosé, appels anonymes. Messages de félicitations de hackers amateurs. Mais le vrai feu d'artifice. C'était son silence. Pas un mot. Pas une larme publique. J'imaginais sa tour d'ivoire s'effondrant, le cabinet en ébullition. Associés claquant les portes. Clients fuyant comme des rats d'un navire en flammes. À midi. J'ai osé, un appel à son fixe. Numéro gravé dans ma mémoire comme une marque au fer. Rire. Pleurs. Hurlement où tout y passa. Allô? Sa voix. Brisée. Un murmure rauque que je ne reconnaissais pas. C'est moi. Maman. Silence de tombe. Puis, toi. Monstre. Tu m'as tué. J'ai ri. Un rire sec comme les feuilles mortes du parc Monceau. Tué? Non.
Juste démasqué. Tu volais les autres, je t'ai rendu la monnaie de ta pièce. Elle a sangloté. Un son primal qui m'a transpercé. J'ai fait ça pour toi. Pour nous. Ton père m'a laissé sans rien. Et toi? Tu étais ma lumière. J'ai vendu tes babioles pour te protéger. Pour qu'on survive dans ce monde de requins. Survivre? Ma voix montait. Un crescendo de rage contenu 6 ans. Tu m'as volé mon âme. Pas des babioles. La guitare? Les vinyles c'était moi. Pas du papier-monnaie pour tes caprices. Un hoquet. Puis, viens. Viens me voir. On parle. Je t'aime. Fiston. T'aime. Ces mots? Si rares. Me nouer la gorge. J'ai raccroché. Poing serré jusqu'au sang. T'aimes? Mensonge narcissique. Carburant pour sa survie. Pas la mienne. L'après-choc fut un tourbillon. Les médias se déchaînèrent, France Inter en débat le soir même. Expert disséquant le syndrome de la mère abusive. Son fondation implosa aux donateurs outrés retirant leurs chèques. Bénévoles démissionnant en bloc. Elle fut suspendue du barreau pour enquête interne. Son nom barré comme un graffiti effacé à la hâte. Moi? J'ai continué mon job. Façade impassible, meeting en salle de conférence vitrée. Où je pitchais des firewalls comme si ma vie n'était pas un roman noir. Mais intérieurement, c'était la tempête. Nuit hantée par des cauchemars, elle. Enfant? Battu par un père alcoolique dans un HLM de banlieue, moi. La poignardant avec des éclats de vinyle brisés. Était-ce vengeance ou catharsis ratée? J'ai consulté un psy, un vieil Allemand expatrié. Docteur. Quel air? Dans un cabinet du 5e près du Panthéon. La rage est un feu. Erlemer, me dit-il. Accente ton traînant comme un vieux schnapps. Vous l'avez allumé pour vous réchauffer. Mais il consume la maison. J'ai hoché la tête. Mais n'est pas arrêté. Arrêté? S'aurait été la laisser gagner. Clara m'a appelé une semaine plus tard. Voix tendue depuis Lyon. T'es dans les journaux. Sous pseudonyme. Le fils vengeur. C'est fini? J'ai hésité. Le premier mensonge en suspens. Presque. Viens à Paris. On recommence. Elle est venue. Train de nuit. Débarquant avec une valise rouge et un baiser qui goûtait le sel de la mer. Nous avons marché le long de la Seine. Flocons de neige fondant sur nos épaules. Et pour la première fois, j'ai tout déballé, l'enfance volée. La fuite. Le code qui avait tout fait sauter. Elle a écouté. Sans juger. Ses yeux verts comme des calanques apaisantes. T'es libre maintenant. Laisse-la crever seule. Libre. Le mot résonnait creux. 2 mois plus tard. Un mandat d'arrêt pour diffamation, elle contre-attaquait. Accusant un fantôme numérique d'avoir fabriqué les preuves. Mon avocat. Un jeune loup du 8e. Harry, c'est du bluff. Vos traces sont invisibles. Mais la peur s'insinuait, et si elle gagnait? Si son narcissisme? Cette hydre? Repoussée de tête pour une coupée? Le climax arriva un soir de printemps. Pluie battante sur les toits de zinc. Appel anonyme, Hôtel Lutetia. Suite 312. Viens seul. Sa voix. Viens un portable jetable. Contre mon gré. Ou peut-être par masochisme. J'y suis allé. L'hôtel.
Relique haussmannienne avec ses marbres froids et ses fantômes de résistants. Puis le passé rance. Elle m'attendait. Silhouette voûtée dans un peignoir blanc. Cheveux en désordre, première fois que je la voyais ainsi. Sans armure. La chambre, champagne éventé sur la table. Pilules blanches éparpillées comme des confettis funèbres. Fils, murmura-t-elle, se levant chancelante. Regarde ce que tu as fait. Elle montra un journal plié, Duval ruiné, suicide en vue. Mensonge. Bien sûr, au titre bidon d'un tabloïd. Mais ses yeux, rougis, imploraient. J'ai tout perdu. Le cabinet. Les amis. Toi. J'ai croisé les bras. Mur de glace. Perdu? Tu n'as jamais eu. Tu as pris. Volé. Consumé. Elle s'est approchée. Odeur de gin et de désespoir. Je t'ai aimé à ma façon. Pour te rendre fort. Regarde-toi, prospère. Indépendant. C'est moi qui t'ai forgé. Forgé? J'ai explosé. Voix échoant dans la suite. Tu m'as brisé. À 16 ans. Quand tu as vendu ma guitare à ma voix. Mon échappatoire ou pour un foulard ridicule? À 18. Quand j'ai fui parce que vivre avec toi était suffoqué? Larmes coulant. Elle s'est effondrée à genoux. Un geste théâtral que j'aurais reconnu n'importe où. Pardon. Pardon? Mon chéri. Laisse-moi réparer. Pardon. Le mot flottait. Toxique. J'ai reculé. Vers la porte. Trop tard. Adieu. Maman. Dehors. La pluie lavait les rues. Emportant les péchés parisiens vers les égouts. Clara m'attendait au café d'en face. Cigarette aux lèvres. C'est fini? J'ai hoché la tête. M'entends encore? Non. Ce n'était que le milieu. L'été 2010 s'étirait sur Paris comme une couverture lourde de chaleur moite. Où l'air confiné des métros charriait des relents de sueur et de regrets non dits. J'avais gagné la première bataille au son empire fissuré. Sa réputation en lambeaux. Mais la guerre n'était pas finie. Élise, fidèle à son venin, avait muté, de prédatrice flamboyante à vipère terrée. Ourdissant dans l'ombre. Un mois après notre confrontation au Lutetia. Un colis anonyme atterrit sur mon paillasson, une boîte en carton marron. Scellée avec du scotch industriel. Contenant ma guitare d'adolescence oreillée. Corde cassée et une note, tu voulais ça? Prends-le. Mais souviens-toi, je te connais mieux que tu ne crois. Mon sang s'est glacé. Comment avait-elle retrouvé ma trace? Un détective. Encore? J'ai jeté l'instrument dans un coin du loft. Mais il hantait mes nuits. Riff fantôme stridulant dans mes rêves. Clara. Sentant la tempête, a tenté de me raisonner lors d'un pique-nique aux Tuileries. Panier de fromage et de baguettes croustillantes étalées sur l'herbe jaunie. Lâche prise. Alex. Elle est finie. Vis pour toi. Pas contre elle. Ces mots, doux comme le vin rosé de Provence, glissaient sur ma peau. Mais mon esprit rebondissait, et si elle contre-attaque? Si elle révèle tout au mon vrai rôle? Mais hack. Elle a pris ma main. Paume chaude contre la mienne moite. Alors on fuit ensemble. Marseille. Lyon. N'importe où. Mais arrête ce cycle. Fuir encore? L'idée me rongeait comme un acide. Non. Cette fois. J'allais l'achever proprement.
J'ai plongé plus profond dans le dark web, forum crypté où des geeks masqués échangeaient des outils de surveillance comme des bonbons empoisonnés. Un script pour tracer ses communications, son nouveau portable. Un burner bon marché acheté dans une supérette de Belleville. Résultat, appel frénétique à d'anciens clients. Supplique pour des prêts, message à un avocat véreux. Complotant une plainte pour harcèlement familial. Elle me traquait. Transformant sa chute en drame shakespearien où elle était la reine déchue et moi le fils parricide. Pour me protéger. J'ai upgradé ma vie, déménagement dans un appartement sécurisé du Marais. Caméra IP aux portes. VPN en cascade pour mes connexions. Au boulot. Promotion méritée chef de projet cybersécurité. Salaire gonflé me permettant des dîners aux chandelles avec Clara au train bleu. Sous les fresques opulentes de la gare de Lyon. Elle peignait maintenant pour une galerie de Montmartre. Toiles abstraites de vagues bleues et de cœurs fracturés. Et nos nuits se mêlaient en un ballet de corps et de murmures. Je t'aime, soufflait-elle après l'amour. Sa tête sur mon torse. Moi. Je répondais en silence. Ma gorge nouée par le non-dit, et si j'étais irrécupérable? La contre-attaque vint en septembre. Un matin gris où la brume engloutissait la tour Eiffel comme un linceul. Un article dans Libération, le vengeur masqué, un fils contre sa mère. L'affaire Duval prend un tour personnel. Détail glaçant, ma photo d'enfance, celle du lycée. Sourire forcé juxtaposé à la sienne. Pleurs de studio. Elle avait vendu l'histoire à un pigiste. Se posant en victime, mon garçon. Traumatisé par mon ambition. Me détruit par haine. Preuve? Un journal intime falsifié. Où j'avouais mes crimes numériques. Le public mordait, forum en feu. Team maman trending sur les réseaux naissants. J'ai paniqué. Premier vrai effondrement depuis la fuite. Chez le docteur. Quel air? J'ai craqué, elle me vole encore. Mon identité. Ma paix. Il a ajusté ses lunettes. Voix calme, le narcissique ne lâche pas, il recycle la douleur. Coupez tout. Bloquez-la légalement. J'ai obéi, ordre de restriction via un juge du tribunal de grande instance. Interdisant tout contact. Clara m'a soutenu. Cuisinant des ratatouilles réconfortantes dans notre nouveau nid. Mais ses yeux trahissaient l'inquiétude, t'es en train de devenir elle. Alex. Obsédé. Obsédé. Le mot me giflait. Pour exorciser. J'ai écrit au nom un journal. Mais un roman cathartique. Tapé frénétiquement sur mon laptop, l'ombre de la mer. Une fiction où un fils à cœur démolit l'empire maternel. Catharsis? Plutôt un miroir déformant. Un éditeur du quartier latin l'a lu. Contacté via un ami, c'est brut. Viscéral. On publie? J'ai hésité. Puis signé. Parution prévue pour 2011. Sous pseudonyme. Ma revanche littéraire. Un uppercut final. Mais Élise n'était pas vaincue. Octobre. Un soir pluvieux. Un coup à la porte. Pas la sonnette, un point frénétique. J'ai ouvert. Poing serré sur mon téléphone prêt à appeler la police. Elle, cheveux trempés. Manteau démodé. Visage ravagé par l'insomnie. Laisse-moi entrer. Juste 5 minutes. Contre toute raison. J'ai cédé. Clara était à une expo, le loft vide résonnait de notre histoire toxique. Elle s'est assise sur le canapé en cuir. Gouttes d'eau formant une flaque comme des larmes collectives. Je suis ruiné. Plus de cabinet. Plus d'amis. J'ai vendu l'appartement du 16e pour payer les dettes. Je vis dans un studio à Clichy, avec des voisines qui me crachent dessus.
Pitié? Une étincelle. Vite éteinte. Tu l'as mérité. Ses yeux, injectés de sang, me transpercèrent. Mérité? J'ai élevé un orphelin. Ton père m'a abandonné enceinte. Et j'ai tout sacrifié pour toi, nuit blanche à plaider. Pour que tu aies des cours privés. Des voyages à Deauville. Mensonges en cascade. Mais pour la première fois. Une fêlure, j'étais seul. Terrifié. Le vol. C'était ma façon de contrôler. De ne pas sombrer. Vulnérabilité. Le piège narcissique ultime. J'ai reculé. Dos au mur. Contrôlé? Tu m'as étouffé. Elle s'est levée. Titubante. Aide-moi. Mais écoute, j'ai un cancer. Foie. Diagnostic il y a un mois. Sans argent? Pas de traitement. Bombe. Silence assourdissant. Cancer? Vrai ou manipulation? J'ai fouillé son regard, peur réelle. Pas feinte. Preuve. Elle a sorti une enveloppe froissée, IRM. Ordonnance. Stade 3. Ma gorge s'est serrée. Vengeance ou humanité? Je peux payer les soins. Anonymement. Son sourire. Tordu, pas d'argent. Ta pitié. J'ai viré 5000 € sur un compte qu'elle indiqua. Main tremblante. C'est tout. Plus de contact. Elle partit. Ombre dans la nuit. Me laissant avec un vide plus grand. Clara rentra. Trouva mon visage défait. Quoi? Tout. Elle m'étreignit, c'est fini. Choisis la vie. Mais le doute rongeait. Était-ce compassion ou prolongation de la torture? L'hiver 2010 à 2011 s'abattit sur Paris avec une férocité biblique, neige rare couvrant les haussmanniens d'un manteau blanc sale. Vents glaciaux hurlant dans les ruelles du Marais comme des âmes en peine. Mon chèque de 5000 € au geste impulsif. Ou capitulation masquée? Avait acheté un silence temporaire. Mais le cancer d'Élise n'était pas qu'une carte dans sa manche, c'était une réalité carnassière. Rongeait ses chairs comme elle avait rongé les miennes. Les nouvelles me parvenaient par bribes, un appel de son avocat, celui véreux. Ironie. Murmurant qu'elle entamait la chimio à l'hôpital Saint-Louis. Cheveux perdus sous un foulard de soie usé. Elle demande de tes nouvelles, ajoutait-il. Voix neutre comme un bulletin météo. Je raccrochais. Estomac noué. Me demandant si c'était manipulation ou appel au pardon. Clara. Mon encre dans la tourmente. Tentais de recoller les morceaux. Nos soirées, vin chaud au rez-de-chaussée d'un bistrot de la place des Vosges. Ses doigts entrelacés aux miens. Évoquant un futur sans ombre voyage en Toscane. Peut-être un enfant? On pourrait adopter un tchad d'abord, plaisantait-elle. Ses yeux verts pétillants sous les guirlandes de Noël. Mais mes rires sonnaient faux. Écho d'une cloche fêlée. La nuit. Quand elle dormait levée contre moi. Je fixais le plafond. Revivant la scène au Lutetia. Son peignoir blanc comme un suaire prématuré. Avais-je gagné? Où étais-je le vrai perdant? Enchaîné à son fantôme? Le lancement de mon roman. L'ombre de la mer. En mars 2011. Fut un cathartique public. Librairie du quartier latin bondé, critique du monde louant d'un thriller psychologique incisif sur l'abus filial. Signature frénétique où des lecteurs murmuraient « s'est inspiré de vrai ». 1. Élise. Apprenant la nouvelle via un article du Figaro où le fils Duval frappe encore, un livre vengeur. Réagit par une lettre. Postée de l'hôpital, papier fin.
Encre tremblante. Tu profites de ma maladie pour vendre des livres? Monstre. Mélissa. Juin, un extrait de son propre journal. Daté de 1984. Ma naissance. Aujourd'hui. Mon fils est né. Peur et joie. Serai-je à la hauteur? Pour lui? Je serai tout. Larmes? Non. Rage. Manipulation post-mortem. J'ai brûlé la lettre dans l'évier. Flamme bleue léchant le papier comme un bûcher expiatoire. Clara. Témoin muet. Macéré, c'est sa dernière arme. Ignore-la. Ignorer? Impossible. Avril. Un scandale son complice notaire. Rattrapé par la justice. Balance tout au pot de vin. Fraude. Elle est inculpée pour escroquerie. Menottée en photo sur les unes de Paris Match. La reine déchue, titre-il. Moi? Interrogé comme témoin potentiel. Mais mon anonymat numérique tient bon au pas de lien direct. Victoire douce amère, justice sans mon sang sur les mains. Pourtant. La culpabilité mutée en dépression clinique. Docteur. Keller prescrivit des antidépresseurs aux pilules bleues avalées avec du café noir. Masquant le vide sans le combler. Vous punissez encore. Mais c'est vous qui saignez, diagnostiqua-t-il. Vrai. Rêve, moi. Enfant. Tendant la main à une Élise jeune. Belle. Qui la repousse pour un miroir. Réveil en sueur. Clara apaisante, par lui. Clôture ça. Clôture. Le mot obsédait. Mais. Je cédais, visite à l'hôpital. Après l'ordre de restriction levé pour raisons humanitaires. Saint-Louis. Bâtiment gris aux couloirs aseptisés puant l'antiseptique et le désespoir. Elle. Chambre 407, corps frêle sous les draps blancs. Perruque châtain factice de travers. Peau jaunâtre comme un vieux parchemin. Machine bipant un requiem électronique. Fils, croissat et elle. Main tendue. Veine bleue saillante. Je m'assis. Distance de sécurité. Maman. Ses yeux. Voilés par la morphine. Fouillèrent les miens. Tu as gagné. Tout perdu, carrière. Maison. Dignité. Et toi? Heureux? Honnêteté brutale, non. Vide. Elle rit. Tout rauque. Le narcissisme? C'est une prison. J'y suis né. Où fait ton grand-père? Batteur d'épouse. M'a appris à frapper avant d'être frappé. Toi. J'ai voulu te protéger. Mais j'ai reproduit. Confession. Première vraie. Pourquoi les vols? La guitare? Soupir. Regard fuyant. Contrôle. Peur de te perdre comme ton père. Vendre tes choses. C'était te garder attaché. Malade. Oui. Silence? Lourd comme la Seine en crue. Pardon? Élise. Pas maman. Elle tressaillit. Élise. D'accord. Et moi? Pardon accepté. Si tu changes. Sourire faible. Trop tard. Mais pour toi, vie. Aime cette rousse que tu as. Ne sois pas moi. Larmes. Mutuelle. Sortant. Soleil printanier filtrant les vitres.
Je respirais, air pur. Premier an. Clara attendait dehors. Fleur en main. Fini? Oui. Mais le destin. Ce farceur parisien en décida autrement. Juin. Appel du médecin, métastase. 3 mois max. Elle refusa les soins avancés au pas d'acharnement. Laisse-moi partir digne. J'ai payé. Anonyme encore. Mais visité, conversation hachée sur l'enfance. Rire forcé sur des souvenirs anodins. Souviens-toi des crêpes du dimanche, demandait-elle. Oui. Brûlée mais bonne. Clara intégra le trio improbable, thé à l'hôpital. Anecdote de Lyon pour la distraire. Vous êtes belle ensemble, murmurait Élise. Jalousie fanée. Fin juillet. Alitement total. Elle dicta son testament, appartement vendu. Reste à une asso pour victime d'abus, ironie rédemptrice. Pour toi. Fiston, rien. Tu n'as plus besoin. Août. Dernier souffle. Chambre baignée de lumière d'été. Elle prit ma main, je t'aime. Vraiment? Cette fois. Yeux clos. Bip continue. Fin. Funérailles discrètes, cimetière de Passy. Pluie fine comme des regrets. Foule maigre, ex-collègue hypocrite. Clara à mes côtés. Tombe simple, Élise Duval. 1957 à 2011. Repose en paix. Pardon? Pas total. Mais cicatrices. Pas plaie ouverte. L'automne 2011 enveloppa Paris d'un manteau ocre et rougeoyant. Feuilles tourbillonnant sur les trottoirs du Marais comme des confettis d'un deuil fané. La mort d'Élise clinique. Inévitable n'avait pas apporté la paix escomptée. Mais un calme précaire. Comme l'accalmie avant une nouvelle averse. Les journaux. Affamés de suite. Titrèrent fin tragique pour la Duval, le fils au chevet de la mère déchue. Photo floue de l'hôpital filtrée par un soigneur cupide. Public divisé, certains me peignaient en parricide repenti. D'autres en héros de la justice familiale. Moi? J'errais. Spectre dans ma propre vie. Entre le loft au mur qui semblait rétrécir et les rues anonymes où les Parisiens pressés ignoraient les fantômes. Clara. Pilier inébranlable. Organisa la suite, déménagement vers un appartement plus grand près du canal Saint-Martin. Où les péniches paresseuses offraient un rythme lent. Apaisant. On recommence, insista TL. Déballant des cartons de livres et de toiles. Son ventre légèrement arrondi aux surprises de mai. Un bébé en route. Fruit d'une nuit d'ivresse post-funérailles. Pour lui. Vit pleinement. Je posai une main sur son abdomen. Sentant un battement ténu. Et pour la première fois. L'avenir ne parut pas un mirage toxique. Oui. Pour nous. Le travail? Encre professionnelle. Repris de plus belle, projet majeur pour une banque du boulevard Haussmann. Firewall impénétrable contre les cybercriminels. Ironie, je protégeais les empires que ma mère avait jadis pillés. Collègue. Ignorant mon drame. Taper l'épaule, t'as l'air transformé. Alex. Plus zen. Zen? Plutôt anesthésié. Les antidépresseurs du docteur. Quel air dosé pour estomper les pics de rage résiduels. Séance hebdomadaire, le deuil narcissique est complexe, expliquait-il. Pipe fumante en main. Vous pleurez non la femme. Mais l'illusion d'une mère aimante. Vrai. J'écrivais des lettres posthumes. Brûlé au bord du canal, tu m'as volé. Mais tu m'as appris la force. Adieu. Le roman L'ombre de la mer explosa, vente à 50 000 exemplaires.
Adaptation télé en discussion avec Canal+. Interview, c'est fiction inspirée d'esquivait-je. Micro en main sous les projecteurs du plateau. Mais intérieurement, triomphe amer, elle aurait haï ce succès. Ou l'aurait revendiqué comme sien. Clara Rie écrit la suite. Rédemption. Rédemption. Le mot guida l'année 2012. Bébé né en avril, une fille. Louise. Aux yeux verts de sa mère et à mon sourire timide. Biberon nocturne. Promenade en poussette le long du canal. Où les loques grinçaient comme des rires oubliés. J'ai quitté la cybersécurité pour du consulting freelance. Équilibrant vie pro et paternité, codage à domicile. Sieste volée avec Louise sur le tapis berbère. Clara exposa à la FIAC. Toile vendue à des collectionneurs japonais, nous fêtâmes aux petits zincs. Champagne pétillant comme nos rêves renaissants. Pourtant. Ombre persistante. Héritage, un coffre bancaire découvert post-mortem. Contenant mes vinyles d'origine rachetés par elle. Dans un geste tardif de réparation, je l'ai joué un soir. Et Rose de Bowie emplissant le loft. Larmes coulant sur les joues de Clara. Pour elle, dis-je. Pour nous. Engagement social, je fondais une asso. Libre d'ombre. Pour victimes de parents toxiques, thérapie gratuite. Forum en ligne sécurisé. Premier atelier au centre culturel de Belleville, une quinzaine d'âmes brisées partageant histoire. Moi modérateur discret. La vengeance ne guérit pas, confessai-je un jour. Le pardon? Imparfait? Oui. 2013, mariage civil place de la Bastille. Louise en demoiselle d'honneur minuscule. Voyage de noces à Marseille, retour aux sources. Calanque turquoise lavant les plaies. Là. Sur un rocher battu par les vagues. Je jetai une pierre gravée Élise à la mer, rituel païen. Libération symbolique. Année suivante, flux normal. Louise grandit. Riant aux éclats lors de nos virées au Luxembourg, Clara ouvre sa galerie, moi. Best-seller suivant sur la résilience digitale. Paris. Ville de cicatrices. Devint maison, boulevard familier. Amis solides, un cercle tissé de confiance. Pas de manipulation. Regret? Ne pas l'avoir confronté plus tôt. Triomphe? Avoir survécu. Transformer le poison en élixir. 6 ans après la fuite. 12 après les vols. Je marchais libre. Ombre dissipée. Ma mère m'avait volé des affaires, j'avais volé ma propre paix en retour. Mais au final, j'avais gagné une vie, pas une vengeance.